Bonjour à tous. Donc deuxième épisode sur le sabreur, le hussard de Napoléon, Charles-Antoine Louis Lassalle, de Lassalle, hein, puisqu'il était d'origine noble, de petite noblesse. Et donc on a vu la dernière fois les bases livresques, les bases historiques hein, de deux auteurs. Donc il s'agissait de Urtul, hein, le gros livre que voici là, Urtul. Hein, donc le général comte Charles Lassalle, parce qu'on l'appelait surtout Charles hein, chez ses intimes, et donc ensuite celui de Marcel Dupont, dit Super Dupont, le général Lassalle, hein, ça c'était également une base, c'est des auteurs du mi-temps du XXe siècle, hein, et ensuite, donc je vous ai dit, je vais vous lire des passages d'un livre, donc de roman historique, hein, de Gilles de Bec de Lièvre, qui a écrit un certain nombre d'autres ouvrages hein, où le personnage principal en général est un personnage historique. Hein, ce qui fait la différence par rapport à mes propres écrits, hein, où moi je prends plutôt des personnages fictifs et autour il y a des personnages historiques. C'est une autre manière de voir les choses, quoi. Hein, voilà. Donc là, le personnage principal, c'est le général Lassalle dans ce livre. Hein. Et l'ouvrage s'appelle Le Hussard fou de Napoléon de Gilles de Bec de Lièvre. Alors c'est très agréable à lire. Donc il y a un certain nombre de commentaires à faire hein, que je vais voir avec vous. Pour l'instant, je vais vous lire donc la jaquette. Excusez-moi, le hussard fou de Napoléon de Gilles de Bec de Lièvre. Le général de division de la cavalerie légère, Charles de Lassalle est un meneur d'hommes hors pair, un cavalier émérite, un sabreur brutal, un guerrier au sens stratégique et aiguisé, mais aussi un séducteur, un noceur impénitent, un rebelle. Lassalle est fou dans trois sens du terme. Un fou éperdument attaché à Napoléon qui lui rend bien. Un fou comme sur l'échiquier, cette pièce curieuse qui se déplace en diagonale, jamais là où on l'attend, sur les sentiers de la guerre ou sur les champs de bataille. Enfin un fou, au premier degré, prenant à contre-pied le commun des mortels, une bourrasque, n'ayant de cesse de bousculer l'ordre établi. Entre la bataille d'Essling et la bataille de Wagram, Gilles de Bec de Lièvre retrace au jour le jour le parcours de ce personnage d'exception. Dans la vie après quoi cours-tu? Les réponses du hussard de Napoléon sont déconcertantes. Le genre humain n'est pas taillé à sa mesure. Lassalle provoque jusqu'au jour où il s'y perdra. Quelle vie! Hein, donc, oui, donc ça prend. Ce livre se situe après la bataille d'Essling. Hein, si on prend la bataille hein, de Patrick Rambaud, c'est la bataille d'Essling, la bataille, hein, le prix Goncourt, hein, de 97, je crois. Ben là, c'est juste la suite, hein, c'est juste après, c'est la bataille. Enfin, Essling, c'est au mois de mai, et donc Wagram, c'est au mois de juillet. Hein, voilà. Et donc c'est ce moment-là qu'a choisi pour de bonnes raisons, hein, parce que c'est la fin de la vie de Lassalle, hein, il meurt à Wagram, et voilà, c'est ce moment-là qu'il a choisi de décrire. Voilà, c'est bien écrit, hein, c'est intéressant et tout. Il y a quelques petits défauts. D'ailleurs, il a été sélectionné pour le prix Napoléon Ier en 2021, du roman historique, et le jury ne lui a pas décerné le prix pour des raisons qu'on va voir. Hein. C'est des petites erreurs, en fait. Il se fait avoir par ses notes de page. On va le voir. Hein. Donc, je pense que s'il n'y avait pas eu ces erreurs dans les notes de page, il aurait mérité ce prix. C'est dommage. Voilà, donc ça avait été attribué à l'époque, je crois, à une autrice, je ne me souviens plus de son nom, mais toujours est-il que ça s'appelait Les Diamants de Waterloo. Hein, c'était une enquête policière. C'est un autre genre, mais enfin, c'est historique, hein, c'est du roman historique, mais dans le genre enquête policière. Là, je trouve que ça a plus d'ampleur, mais à cause de ces petits défauts dont on va parler, il n'a pas eu le pauvre. C'est dommage, hein, parce que c'est bien écrit quand même.
Voilà. Donc on va attaquer une lecture, page 55, Castelnaudary. Page 55. Page 55. Traversant la salle à manger, Couette Losquet. Alors Couette Losquet, à l'époque, il est déjà, il est donc aide de camp du général Lassalle, et il a 26 ans. Dans ce roman, il lui donne 16 ans. Alors j'ai pas compris l'intérêt de la chose. Enfin, c'est un choix qui me paraît bizarre. Ça, c'est un défaut à mon avis, mais bon, c'est pas majeur. Mais ça modifie complètement. On n'est pas la même personne à 16 ans ou à 26 ans. Hein. Il y a une maturité à 26 ans qui fait d'ailleurs qu'il est colonel à cette époque-là, le vrai Couette Losquet. Alors il met en place un individu qui n'est pas du tout le même dans la réalité. Ça c'est moyen quand même. Mais bon, il est vrai que le décor général est très satisfaisant quand même. Mais ce personnage-là, je trouve que c'est un petit peu raté. Enfin bon, c'est mon avis personnel après. Voilà. Traversant la salle à manger, Couette Losquet croise Piré. Piré qui est un général. Hein. Plus précisément, Hippolyte-Marie-Guillaume de Rosnivinen de Piré, général de brigade, commandant le 8e hussard et le 15e chasseur. C'est un breton, hein, comme Couette Losquet, hein, comme son nom l'indique. Couette Losquet est né à Morlaix, par exemple. Et joliment fait de sa personne, alors Piré, hein, élégant et altier, ajusté dans son dolman parsemé d'or, la police portée en sautoir, il a tout d'un matamor à moustache. Bien fendu de gueule et avantagé au nez, il joue de ses paupières qu'il fait glisser lentement sur ses prunelles. Derrière une nonchalance apparente, il a des réactions parfois inattendues. Du haut de sa naissance, Piré donne l'air d'avoir toutes les qualités. Il parle à ravir, du moins le croit-il. Sa conversation a le défaut d'assoupir ceux qui l'écoutent. Il aime faire son galant ou son impertinent, jette volontiers les dés, bat les cartes en les truquant et tire le sabre pour un rien. Ajoutez à cela qu'il sait boire, faire de grandes esclandres dans les mauvais lieux et séduire les femmes à l'étape. Piré a tout du hussard. On le sent sans lien, sans obligation, sans ennui, sans rien d'autre que son uniforme rutilant et les étonnants bijoux qu'il porte au doigt, au cou et à l'oreille. Sa vie explique le personnage. Breton de naissance, chouan de la première heure, âgé de 15 ans, il avait rejoint l'armée des princes afin de combattre la Révolution. Une telle entrée dans la vie ne le dispensait en rien à rejoindre Bonaparte. C'est pourtant ce qu'il fit quelques années plus tard en s'engageant dans les hussards volontaires du premier consul. Étaient-ce les circonstances hasardeuses d'une période troublée ou une réelle volonté de sa part? Peu enclin à la confidence, personne ne sait. Depuis ses états de service sont irréprochables à tel point que l'empereur l'a fait baron d'Empire. Donc il sera fait comte d'Empire quelques années plus tard, dit-il. En dépit de cette reconnaissance, Piré prend plaisir à revendiquer haut et fort ses titres de noblesse liés à l'Ancien Régime. Difficile d'appréhender cet esprit rebelle. Son enthousiasme à servir la cause impériale s'accommode curieusement des valeurs de la monarchie. Son attitude n'est pas du goût de tout le monde, de quoi occasionner quelques méchants duels dont il échappe grâce à un maniement exceptionnel du sabre. Piré et Lassalle sont aristocrates. La famille de Lassalle était de petite noblesse originaire du Languedoc, Castelnaudary, peu fortunée à la veille de la Révolution. Alors on peut croire qu'il vient de Castelnaudary, mais en fait il a passé toute son enfance en Moselle, à Metz, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il parle très bien allemand. Enfin, il parlait très bien allemand, Lassalle. Hein. Donc, il faut quand même le préciser, c'est un enfant de l'Est, hein, même si ses origines sont dans le sud-ouest. Alors, en dépit de cette reconnaissance, Piré prend plaisir à revendiquer, d'accord, je me suis trompé, ça c'est le numéro 2, où on est page? Voilà, ils sont aristocrates. À l'inverse du premier, Piré,
Le second, La Salle, est resté à Paris pendant la Révolution. Inscrit à la section des Piques sous l'appellation de citoyen La Salle, retirant la particule de son nom. Devenu comte d'Empire, il avait fait modifier les armoiries de sa famille. De quoi chiffonner les convictions monarchistes de Piré. L'aide de Camp n'ose imaginer la confrontation entre ces tempéraments forts si là d'aventure le sujet venait à être évoqué. Quet losquet, ces dames, ainsi aussi avenants les unes que les autres, n'est-ce pas? C'est ce que dit donc Piré. Piré désigne un carteron de jolies viennoises effrayées qui, sur la pointe des pieds, s'empressent de quitter les lieux. Je les trouve aussi attirantes et séduisantes les unes que les autres. Profitons-en, la vie est si courte pour nous autres. L'aide de Camp se demande ce qui lui prend. Il est vrai que le regard appuyé de certaines d'entre elles, épaules nues et gestes graciles, a de quoi grandement agacer les sens de ces guerriers. Où est le général Lassalle? Il t'attend. Tout en lui indiquant la terrasse, Piré l'abandonne attiré par une proie à son goût. Le Galantin tente sa chance dans un contexte qui ne prête pas franchement à l'exercice. Voilà, donc ça décrit le personnage. Voilà. Donc on a affaire à un Breton qui est passé donc, des valeurs de l'Ancien Régime au nouveau régime, l'Empire, quoi, hein, dominé par un empereur. Voilà, donc dans mon roman, on retrouve un peu ces notions-là. C'est aussi l'histoire d'un Breton, mais enfin du peuple, et on retrouve un peu tout ça. Sauf que là, c'est un personnage purement fictif, et là, on prend des personnages qui ont existé. Et malheureusement, Quet losquet, il est décrit comme un adolescent, alors que c'est un homme à ce moment-là. Hein. Il est colonel, il a 26 ans. Voilà. Donc, j'ai assez critiqué pour l'instant. Revenons donc à la page 65 maintenant. Pas de discrétion. Donc, page 65, pas de discrétion. 65. Voilà. L'officier étire longuement son corps endolori par les chevauchées de la journée. Il bâille et s'en décroche la mâchoire. L'endroit a de quoi faire oublier la nuit dernière passée à Orstrasse, une sinistre masure dans laquelle il avait dormi sur une paillasse aussi rêche qu'un fagot de bois. Il déambule en se frayant un passage parmi les quantités impressionnantes de malles qui encombrent les deux pièces. Le désordre est inextricable. Ces divers uniformes éparpillés rappellent les multiples affections d'une longue et surprenante carrière. Les multiples affectations d'une longue et surprenante carrière. Les dolmans bleus du 10e de hussards du temps où il était colonel appartiennent au passé. Il est si attaché aux campagnes menées sous ces couleurs qu'il les conserve. Sur une banquette, les culottes hongroises en dinde s'empilent sur celles bouffantes d'Égypte. Un peu partout, les colbacks en peau de martin et les shakos aux jugulaires argentés s'entassent entre sabre et sabre-tache. Sabre-tache, hein, c'est un sac, quoi. Des polices chamarrées aux parements écarlates, galonnés, glands en or, doublures de peluche et bordures d'astracan, pendent par les collets aux accoudoirs des fauteuils. Tout n'est que broderie. Son uniforme fantaisie, police verte et pantalon large rouge, comme celui du général de division, avec ses vestes de casimir, ses fracs et ses gilets rouges à la hussarde. Les tiroirs ouverts ploient sous un fouillis inextricable d'accessoires. Sa dragonne d'officier général, ses gants, ses ceintures en cuir et plaques en bronze, ses cravates de soie noire, ses aunes de rubans d'ordre divers, ses foudres d'or, ses aigrettes, puis ses décorations, la Légion d'honneur, la couronne de fer, celle du mérite militaire de Bavière. Dans ce foutoir éclatant, seul le lit détonne. Les draps tirés sont en ordre. Au milieu trône le feutre noir de général de division, formé de cornes garnies de franges torsadées
fiché d'une aigrette blanc et bleu, de 3 plumes d'autruche rouge et d'une cocarde cernée dans une ganse dorée. Chez la Salle, l'ostentatoire et de rigueur, la discrétion, un manque de savoir-vivre. Voilà, donc c'est ces généraux très ostentatoires, n'est-ce pas, voilà, à l'époque. Voilà, ensuite, page 77, Brigade infernale. Page 77. Brigade infernale. Rendez-vous compte, madame. Donc il décrit, il montre un hussard à une princesse. Rendez-vous compte, madame. Donc c'est la Salle qui parle. Que j'ai sous mes ordres non pas un, mais des milliers de hussards comme lui. À l'instant où je vous parle, le village et le château d'Altenbourg sont envahis par des hommes tels que lui. Ils sont tous de mon sang, et nos cœurs sonnent à l'unisson en dépit d'origines dissemblables. Vouloir entraver notre marche en avant, une seule réponse, la mort. Aucune alternative possible, Piriac le sait, je le sais. C'est ça être un hussard de la Salle. À la différence du commun des mortels, nous affrontons notre destin, parce que nous savons ce qu'elle nous réserve. Chaque jour qui passe nous rapproche du cimetière. La vie est courte. Piriac et moi avons pris le parti de la consommer avec panache. Cette façon d'être nous rend invincibles. C'est pourquoi nos ennemis nous craignent et que notre empereur nous fait confiance. La Salle s'affale en sueur. Il regarde Piriac avec bonheur. Pour avoir appartenu à ma brigade infernale. Alors, lui, il dit titre élogieux décerné par l'empereur. En effet, le 5e et 7e hussard, commandé par la Salle, s'était engagé dans une course effrénée à la poursuite de l'armée prussienne parcourant plus de 1000 km à travers la Prusse. C'était en 1806. Là, on est en 1809 hein, dans le roman. Des semaines durant, ils accumulèrent les exploits contre l'ennemi jusqu'à faire plier le maréchal Blücher dans la ville de Stettin. Alors ça, c'est une erreur historique, ça, c'est un peu dommage. Hein, Blücher n'a rien à voir avec Stettin. Enfin, il y est passé, mais bon, c'est pas lui qui a capitulé à Stettin. Donc c'est étonnant qu'il mette ça. Donc c'est un des exemples où il se fait avoir par ses pas de page, quoi. Ça, c'est dommage. S'adressant à Murat, Napoléon eut ce commentaire élogieux à propos de la Salle. Si votre cavalerie légère prend ainsi les villes fortes, il faudra que je licencie le génie et que je fasse fondre mes grosses pièces d'artillerie. Voilà, ça c'est vrai, hein, par contre. Voilà. Donc ça, c'est un détail qui est dommageable, quoi. Voilà, où j'en étais, moi. Donc, la brigade infernale, ouais. Tu mérites tout mon respect, il dit à Hussard. D'un bond, il se relève, sa fougue donne à trembler au mur du salon. Infernal, vous rendez-vous compte, madame? Voilà le qualificatif affublé par l'empereur ma brigade. C'est sans conteste mon plus beau titre de gloire. J'en suis fier autant que que je suis l'être de Piriac. Piriac, c'est lui, ça. Voilà, donc ça, c'était la brigade infernale. Donc, petite erreur historique. Page 160, un dîner. Page 160. C'est pas grave, hein. Mais bon, c'est comme ça qu'on perd un prix, je pense. Voilà. Alors, Marulaz, c'est donc un colonel, un général, je crois, à l'époque d'ailleurs, un couteau d'argent à la main, pèle délicatement une pomme dont il dépose les peaux au coin de son assiette. Les coudes sur la table et les mains croisées sur le menton. La Salle examine son ami. Comme lui, il a survécu à près de 2 décennies de campagne menée depuis la Révolution. L'un et l'autre ont commencé leur carrière militaire en 1792. Donc ça fait près de 20 ans, quoi. Sur le front prématurément dégarni de Marulaz, trop de rides signent les méfaits du temps qui, petit à petit, oxyde jusqu'à oxyre. Ce sentiment oppresse la Salle. L'image des dunes à la perte de vue s'impose subitement à lui, comme le sable insaisissable sous l'effet du vent. C'était l'Égypte.
car il a participé à l'expédition d'Égypte avec Bonaparte à l'époque, en 98. C'était l'Égypte, c'était il y a 10 ans, une éternité. Pourtant sa peau a encore la mémoire des morsures d'un soleil brûlant. Profitez de la vie, vite. Pour avoir suivi ce précepte, est-il satisfait pour autant? Les traits tirés de Marulaz le frappent. Sa fatigue est bien sûr la cause de sa blessure à l'aine, mais aussi la conséquence d'une longue et très longue carrière truffée de ces noms dits rarement évoqués parce qu'ils n'ont rien de glorieux. Pourtant, lieu commun vécu par tous les officiers. Ces nuits entières à veiller, ces attentes interminables avant de donner l'assaut, le nombre incalculable d'affrontements où il a fallu trancher, tuer en évitant de subir le même sort, les heures de souffrance à cause du froid, de la faim, les fièvres à répétition, les marches exténuantes, mais aussi ces moments terribles qui meurtrissent les âmes sans parvenir à les endurcir, tant de compagnons ou d'amis disparus. Et que dire de ces villages dévastés, de ces femmes ou enfants désemparés croisés au bord des routes, de ces regards désespérés, de quoi peupler les cauchemars de 2 généraux. Puis, par un hasard bienheureux parvenu à atteindre la quarantaine, le corps recousu mais indemne, est-ce enviable, sous les couvertures d'une pléthore de décorations qui penchent les poitrines, patauge un mélange de lassitude et de désillusion. Enfin, Marulaz a près de 40 ans, mais pas la salle. Hein. Pas la salle, il a 34 ans, il est mort à 34 ans. Voilà. Donc c'est lui qui disait tout hussard qui n'est pas mort à 30 ans est un Jean Foutre. Il est mort à 34. Alors, donc page 165, Marulaz encore. Hein. Page 165. Alors. Alors, Jacob Marulaz, né à Spire, dans le Palatinat, devenu François Marulaz, est un orphelin. Devenu enfant de troupe, le statut d'un enfant de troupe est précis. Il ne peut s'agir que de garçons âgés de plus de 10 ans, ici de légitime mariage d'une femme attachée à un corps militaire, par exemple en qualité de blanchisseuse ou de vivandière, avec un défenseur de la patrie au service ou mort à la guerre. Sous l'autorité d'un officier de tutelle, ils apprennent à lire, écrire, calculer, nager. Donc c'est un enfant de troupe, quoi. Hein. L'armée constitue sa seule famille. Elle lui a tout appris. C'est son seul point d'attache qui explique d'autant plus fort son ressentiment. Donc c'est de là que vient le général Marulaz. La salle se lève et déambule entre les deux hussards. Ceux-là sont médusés tant par la nature des échanges qu'engourdis. L'un dans sa souffrance, l'autre dans son souci de vessie. Le général observe à un long moment les effets du Danube, des reflets du Danube qui au loin paraissent. Donc c'est les 2 hussards qui sont punis. Enfin, donc ils sont en garde à vous pendant le repas des 2 généraux. Toi qui as une conscience aiguë de la réalité, que te dit-il à ce jour? Elle me pose une question simple. Après quoi courons-nous? Tu peux me croire, c'est la seule qui vaille. La seule question qui vaille? Marulaz hoche la tête. Elle fait encore plus que mal que ma blessure. De cette interrogation persistante qui te vrille la cervelle parce que ma conscience va à l'encontre de tout ce que j'ai fait à ce jour. Elle me dit tout le contraire. Qu'un tel tempérament ose s'exprimer de la sorte, en dit long sur ses déconvenus. Explique-toi. On a commencé par le Rhin, puis la Vendée, puis Lodi, Castiglione, Bassano, Arcole, Rivoli, puis l'Égypte, les pyramides, le mont Tabor, Aboukir, puis encore l'Italie, Montebello, Marengo, puis l'Allemagne, Ulm, Austerlitz, puis la Prusse, Auerstedt, Jena, puis Hello, Friedland, puis l'Espagne, et aujourd'hui, de nouveau l'Autriche, et demain quoi? Où? Quand? Assez, c'est assez. J'ai le sentiment que l'on n'en verra jamais le bout, les stocks, la faim au ventre,
et à coups de marche forcée, nous sommes passés à l'opulence, le renom et la fortune. Je ne suis plus convaincu de notre utilité. Voilà. C'est une description de ce moment. On aura également la mort d'Olane à Essling, où il y avait cette interrogation. Il en parle à Napoléon lui-même, hein, semble-t-il. Hein. Voilà. Alors, page 168, mourir demain. Page 168, mourir demain. C'est la page qui suit en fait. Hein. Voilà, c'est ça. La voix éraillée pèse encore de ces mots. Sais-tu que l'an passé, l'empereur m'a donné plus de 50 000 livres de rente? C'est immense, dit la salle. Tant mieux pour toi, d'autant qu'il n'en restera pas là, ta carrière n'est pas finie. La salle ne baisse pas la garde. L'honneur, la carrière et la fortune, on n'en a jamais assez. On veut toujours plus, pour jouir de tout cela. On évite les dangers inutiles et ceux sans gloire. Car après tout, pourquoi veut-on se faire honneur, faire son chemin, sa fortune, si ce n'est pour en jouir, sans négliger cependant les occasions d'accroître ses avantages autant qu'il est possible. Mais aujourd'hui, ce que tu considères comme étant chez moi de l'ambition n'est autre chose que le plaisir de faire la guerre. Rien d'autre. Je ressens un plaisir incomparable à être dans le bruit, dans la fumée, dans le mouvement. Il rallume sa bouffarde, sa pipe, avant d'ajouter. Quand on s'est fait un nom, eh bien oui, j'ai joui du plaisir de me le faire. Quant à ma fortune, elle m'offre la sécurité et celle de savoir que ma femme et mes enfants ne manqueront de rien. Tout cela, c'est bien, c'est assez. Je ne te crois pas. Détrompe-toi. À présent, je considère que j'ai assez vécu. Je peux mourir demain. Voilà ma vérité. Voilà après quoi je cours. Maroulas s'empare d'une carafe de vin et verse brusquement son contenu, faisant déborder le verre. Il boit d'un trait. La salle s'exprime avec une telle véhémence qu'il se demande si toutes ces campagnes n'ont pas eu raison de sa santé mentale. Assez vécu, mourir demain, tu es fou. Je suis comme ça, et ton épouse. À mon retour d'Espagne, le temps de commander une paire de bottes, je lui ai fait un autre enfant, et je suis reparti. C'est une plaisanterie. Non, c'est sincère. J'aime ma femme et ma fille et ma femme comme la fumée du tabac et le désordre de la guerre. Aimer sa fille et sa femme comme le désordre de la guerre. Le raisonnement est insensé, pourtant la salle parle le plus sincèrement du monde. Maroulaz en a la chair de poule. Après tout, cette opinion, si tranchée soit-elle, concerne un sujet d'ordre privé. Il s'évade sur un autre sujet. L'empereur, quoi l'empereur? Que penses-tu de lui aujourd'hui? La même chose qu'il y a 10 ans. Nous lui devons tout, absolument tout. Rappelle-toi ce qu'il nous a dit. Vous, les anciens d'Égypte, après avoir été les anciens d'Italie, sachez que Napoléon n'oubliera jamais les compagnons de Bonaparte. Voilà. Alors, page 206, un ancêtre. Donc c'est un ancêtre de l'auteur. Ça ne sert pas de mettre ça, c'est amusant. 206. Le regard de Piré est attiré par le cahier ouvert sur les cuisses de son voisin. Il découvre une suite de croquis, de paysages, de portraits d'hommes et de femmes. Ces dessins sont de toi? Oui, mon général. Tu fais quoi exactement? Je suis aux ordres de Miliau. En dessinant? Disons que je l'accompagne. C'est tout? C'est beaucoup. Sa science de la procédure est à nul autre pareil. J'avoue qu'il atteint des sommets qui sont pour moi inaccessibles. Ce n'est pas une réponse. Si, pour le pratiquer depuis plusieurs mois, il est si aproguin et a tellement peur de manquer qu'il n'a confiance en personne. Quoi que je dise, il n'en tient jamais compte. Alors à quoi sers-tu? À rien, mais cela lui convient tout à fait. Devant l'air ahuri de Piré, l'adjoint de Miliau tente de le rassurer. Si par mésaventure il disparaît, je le remplace, sauf que, quoi? Que quoi? Je serai incapable de remplir la fonction. En ce cas, que fais-tu ici? Plutôt que remplir des bordereaux plus au fond, qui au fond n'ont pas grande importance, je dessine au gré de mon inspiration. Le spectacle de la guerre est tout de même plus intéressant.
Voyez ceci par exemple. Il tente une page de son cahier, un dessin représentant le maréchal Lannes sur son lit de mort, embrassé par l'empereur. On en parlait tout à l'heure. Surpris, Piré considère le personnage. Le front est large et la mine bien faite. Il porte un haut en dépit d'un léger strabisme, une allure d'aigle aux antipodes du mulot milieu. Voilà qui sent son aristocrate. Piré le reprend sur un ton militaire. Fonction, nom et titre. Inspecteur des subsistances, Auguste François Gabriel de Bec de Lièvre, hein, donc un ancêtre de l'auteur. Titre, vicomte, mais c'était avant la Révolution. Comment t'es-tu retrouvé ici? Grâce à mon père, un militaire de carrière. Il a fait les campagnes de l'armée du Rhin 6 années durant. Tu as donc officié sous la Révolution. Si vous y allez par là, il a servi deux rois. Il a donc officié sous la Révolution. Si vous y allez par là, il a servi deux rois, la Révolution, la Terreur, le Directoire et l'Empire. Louis XVI l'a fait chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis. Le Directoire lui a remis un sabre d'honneur à la suite du témoignage en sa faveur du général Moreau. L'empereur l'a fait chevalier de la Légion d'honneur. Voilà, donc ça décrit le passage, enfin, tous ces personnages, toute cette société qui est passée d'un monde à l'autre et a servi plusieurs régimes, quoi. Voilà, donc je vous ai à peu près donné une idée, je pense, hein, sur ce livre, qui est très intéressant à lire, qui est agréable à lire, mais qui comprend quelques erreurs. Et par exemple, ah oui, j'avais noté un autre qui vaut son pesant de cacahuètes. Ça c'est dommage, tout le monde sait ça. Enfin, c'est page 271, 260, Caroline Bonaparte, page 271. Ça m'a sauté aux yeux quand même. Bon, c'est pas grave, mais bon, c'est d'où je pense le fait qu'il n'ait pas reçu ce prix qu'il aurait mérité, parce que c'est un roman qui est bien écrit, quoi. Mais il y a des indications historiques qui sont fausses. Ça, c'est dommage. Alors, il parle, en l'occurrence, du général Leclerc, le beau-frère de Bonaparte, qui est mort à Haïti. Et il dit qu'il avait épousé sa sœur Caroline. Bah, manque de chance, c'est pas Caroline, mais c'est Pauline. Voilà, donc c'est le genre de choses qui, aux yeux de Jean Tullard ou de Thierry Lance, qui faisaient partie du jury, des grands historiens, ça coince, j'imagine. Enfin, je sais pas, je ne suis pas dans le secret des dieux, hein, mais je vois le tableau, très certainement. Voilà, donc livre très intéressant à lire, hein, donc là c'est en poche, ça a dû paraître en gros livre aussi, hein. Donc c'était quelles éditions ça? Donc c'était Vent d'Histoire, ça s'appelle. Donc c'est à Clermont-Ferrand. Et c'est en poche, enfin c'est en poche, c'est format poche quoi, hein. Vent d'Histoire, donc essayez de vous le procurer, c'est aventureux, ça évoque bien cette cavalerie légère du temps de Napoléon. C'est bien écrit en plus. Et ce qui est dommage, c'est les petites erreurs historiques, quoi. Voilà le livre, achetez-le, lisez-le, c'est agréable comme tout. Voilà. Et je vous dis bonne semaine à tous, et je vous dis à très très bientôt pour un autre sujet, qui aura bien sûr rien à voir comme d'habitude.